Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Je vous invite, pour avoir plus de chroniques, à aller sur ma page Facebook ou Instagram, Les Capsules de l'Univers. Commençons. Le télescope spatial James Webb a découvert la galaxie la plus lointaine jamais vue à date. La découverte a été faite comme partie d'un sondage dans l'aube cosmique quand les galaxies venaient de naître dans l'univers. Désignée jadis GS-Z14-0, la galaxie a un décalage vers le rouge de 14,32, ce qui correspond à quand l'univers était âgé de seulement 290 millions d'années. La galaxie a été analysée avec l'instrument NIRCam du télescope, ce qui a fourni des données spectrographiques permettant une mesure extrêmement précise. Le cryovolcanisme, pourquoi l'étudier? Que peut-il nous apprendre sur la recherche de la vie en dehors de la Terre? Tandis que la Terre a des volcans et des éruptions de roches fondues, d'autres mondes sont dramatiquement plus froids et ont des volcans d'eau. C'est connu sous le nom de cryovolcanisme. On l'aperçoit à travers la partie externe du système solaire, de la ceinture d'astéroïdes à la ceinture de Kuiper. Alors que les volcans peuvent nous informer sur la géologie interne d'une planète, le cryovolcanisme peut aussi nous donner des indices précieux sur l'habitabilité d'un monde quand les panaches peuvent contenir des évidences de vie. De l'eau gelée a été aperçue à l'équateur de la planète Mars pour la première fois. Dans cette région de la planète rouge, l'équivalent tropical, on croyait précédemment qu'il était impossible que du friment existe en cet endroit. Cette découverte pourrait être cruciale à la modélisation de là où l'eau existe sur Mars et comment elle est échangée entre l'atmosphère et la surface de la planète rouge. Cela pourrait être vital pour de futures équipes explorant Mars. Le friment a été observé dans la région de Tharsis, la région la plus volcanique de Mars, qui comporte 12 larges volcans, ce qui inclut le mont Olympus, qui est non seulement le plus grand volcan sur Mars, mais est aussi le plus haut sommet du système solaire avec une hauteur de 29,9 km, faisant de lui environ 2,5 fois la hauteur du mont Everest, qui est la plus haute montagne sur Terre. Les endroits où il y a du friment apparaissent pour seulement quelques heures autour du lever de soleil, puis s'évaporent quand le soleil luit à l'équateur de la planète rouge. Cette couche de friment est très mince, avec une épaisseur équivalente à celle d'un cheveu humain, environ 1/100 de millimètre. En dépit de cela, cependant, les zones de friment couvrent une vaste région de chacun des volcans et sa teneur en eau pourrait remplir environ 60 piscines olympiques, mesurant près de 111 millions de litres d'eau. Qu'y a-t-il au fond de ces trous sur Mars? Sur la Lune comme sur Mars, la sécurité des explorateurs et pionniers demeure une préoccupation majeure pour les agences spatiales. Outre l'installation d'infrastructures durables et robustes, les scientifiques envisagent également d'exploiter les structures géologiques telles que les tubes de lave et les cavités souterraines comme refuge potentiel. D'ici quelques décennies, les explorateurs et les premiers colons martiens auront besoin d'endroits artificiels et naturels pour se protéger des radiations, des fluctuations de température et des tempêtes de poussière qui affectent Mars. Comme la planète rouge ressemble à la Terre ou à la Lune, elle devrait avoir de grands tubes de lave souterrains qui pourraient contenir des abris. Des sections effondrées de tubes de lave, appelées pluies de lumière, pourraient donner accès à ces refuges souterrains. Sur la Lune, des cavités similaires ont également été repérées et les scientifiques sont convaincus de l'existence des tubes de lave. En raison de la proximité de la Lune avec la Terre, nous comprenons bien mieux ces structures géologiques lunaires que celles de Mars. Certaines d'entre elles présentent une stabilité thermique remarquable, maintenant une température régulière de 17 degrés Celsius. Les astronautes pourraient potentiellement les utiliser comme abri pour se protéger contre les variations de température, les radiations et les micrométéorites. Il est même envisagé d'y installer des structures gonflables où les astronautes pourraient vivre et travailler en toute sécurité. Les scientifiques réfléchissent à la façon d'explorer ces cavités lunaires, à la fois à travers des missions robotiques et des expéditions impliquant des astronautes. Sur Mars, leur intérêt est particulièrement marqué, car ces structures pourraient potentiellement réduire les besoins d'infrastructures permanentes. Comme sur la Lune, une exploration en profondeur grâce à une mission robotique serait essentielle avant d'envisager l'utilisation de ces structures géologiques martiennes comme abris souterrains. Est-ce que la Terre est plate? Il fallait bien que l'on s'attaque à ce débat. On sait depuis l'Antiquité que la Terre est ronde, mais on voit bien que certains doutent encore, alors même que les astronautes ont voyagé dans l'espace et ont pu voir la rondeur de la Terre. En plus, nous avons pas mal de photos et de vidéos qui ont été prises et qui montrent bien la courbure de notre planète. Sauf qu'intervient ici une donnée très importante, la gravité. Une force fondamentale que vous connaissez certainement, qui attire tous les objets vers le centre de la Terre, nous y compris. D'ailleurs, si la Terre était plate, la gravité n'aurait pas les mêmes effets. Le centre de gravité se trouverait au centre et tout élément serait donc attiré dans cette direction. Donc, selon l'endroit où l'on se trouve,
plus ou moins loin du centre, on serait plus ou moins incliné. Mis à part au centre du disque, cela signifierait que nous serions complètement penchés et de plus en plus à mesure qu'on s'éloignerait du centre de la planète, donc du centre de gravité. Alors d'accord, on vivrait penché, mais dans ce cas, les arbres aussi et les monuments aussi. Alors je sais bien que la tour de Pise semble prendre ce chemin, mais bon, ça reste une exception. Bref, dans notre cas, comme la Terre est une boule et que nous vivons toujours à la même distance de son centre, la force de gravité est toujours ressentie de la même manière, où que vous vous trouviez. C'est la force qui nous permet de nous tenir debout et qui permet aux objets de retomber à la verticale, comme la bien connue pomme d'Isaac Newton. Et oui, c'est d'ailleurs lui qui a mis en évidence ce phénomène de gravité au XVIIe siècle. Il aurait eu la révélation lorsque le fruit serait tombé de l'arbre à côté de lui. De l'eau liquide sur la planète Mars ne serait pas un mirage de radar. Un article scientifique de 2018 a proclamé, basé sur des reflets de radar, que caché sous 3 km de glace au pôle sud de la planète V, de l'eau liquide. Plusieurs étaient sceptiques. Maintenant, des simulations suggèrent une explication alternative. Des couches de matériaux dans la glace sont plus proches ensemble que le radar pouvait initialement détecter. Sur Terre, des chercheurs ont cherché profondément dans les couches de glace pour révéler la géologie sous-jacente en utilisant un radar, soit des pulsations d'ondes radio. Une réflexion particulièrement brillante provenant du Groenland ou de l'Antarctique indique habituellement un lac sous-jacent ou d'autres formes d'eau sous la couche de glace. Et entre 2012 et 2015, des scientifiques ont obtenu une brillante rétroaction similaire à une couche de glace sur Mars. Le résultat ont réilluminé un débat à propos de la présence d'eau liquide sur la planète rouge. Cependant, plusieurs scientifiques argumentent que Mars n'est pas assez chaude pour être l'hôte d'eau liquide, même si ce serait une simple brune. Alors qu'est-ce qui pourrait causer les réflexions super brillantes? Des chercheurs ont généré des milliers de scénarios de simples couches en utilisant des combinaisons d'ingrédients géochimiques déjà connus comme existants sur Mars, n'incluant pas de l'eau liquide, pour faire sa découverte. Ils ont découvert qu'en variant l'espacement et la quantité de poussière dans chaque couche de glace, il est possible d'obtenir des réflexions aussi lumineuses que celles originellement interprétées comme suggestion de lacs sous-jacents. Et contrairement à des hypothèses précédentes, ce phénomène d'interférence constructive ne requiert pas des conditions anormales de sous-surface ou de matériel exotique à être présent sous la glace. Les astronautes de la mission Inspiration 4 de SpaceX ont rajeuni génétiquement dans l'espace. Les 4 membres de l'équipage d'Inspiration 4, la première mission spatiale composée uniquement de civils, sont devenus génétiquement plus jeunes durant leur bref séjour dans l'espace. Mais cet effet n'a pas duré longtemps. Des scientifiques essaient maintenant de démêler comment l'environnement dans l'espace affecte l'ADN des humains. Par exemple, les chercheurs ont observé que les marqueurs indiquant l'âge de l'ADN décroissent dans l'espace, faisant rajeunir en apparence l'ADN des membres de l'équipage. Ces marqueurs connus comme télomères sont des capuchons qui protègent les chromosomes qui raccourcissent avec l'âge causé par des facteurs environnementaux et le stress. De voir ces effets dans les membres de l'équipage d'Inspiration 4 après seulement quelques jours dans l'espace était inattendu. Les chercheurs pensent que l'élongation des télomères est déclenchée comme une réponse de protection à l'exposition aux radiations dans l'espace. Des effets similaires ont été mesurés dans les grimpeurs de montagne après qu'ils ont escaladé les sommets les plus hauts de la Terre. Après que les astronautes sont revenus sur Terre, les télomères sont rétrécis presque immédiatement, devenant même plus courts qu'avant le voyage spatial. Les chercheurs ne comprennent pas ce qui déclenche le raccourcissement, mais espèrent être capables de contrôler la réponse dans le futur. Comme les astronautes dans les missions de longue durée, les corps des membres de l'équipage d'Inspiration 4 ont montré d'autres signes de vieillissement durant leur vol spatial, incluant des marqueurs accrus pour la perte de masse osseuse et musculaire. Ces derniers sont cependant revenus à la normale à l'intérieur de 6 mois. Même une brève balade dans l'espace peut blesser le corps humain. L'ère du tourisme spatial en orbite a commencé en 2021 avec la mission Inspiration 4, quand l'homme d'affaires milliardaire Jared Isaacman et 3 autres passagers ont voyagé dans l'espace à bord d'une capsule Dragon de SpaceX. Ce voyage a aussi marqué le commencement de la recherche spatiale biomédicale commerciale. Les études montrent comment l'environnement dans l'espace, incluant les radiations et le manque de gravité, peut affecter la santé, même pour un court voyage. Les chercheurs ont trouvé des preuves de détérioration du système immunitaire et une étrange élongation des capuchons du chromosome qui a été associée avec des risques élevés de cancer. Les études suggèrent également que les hommes et les femmes font face à différents risques. La vision des femmes est moins affectée par l'espace et leurs cellules immunitaires reviennent à la normale plus rapidement,
mais elles sont plus vulnérables à un risque élevé de maladies cardiovasculaires et de cancer. Quoique la NASA et d'autres agences spatiales ont étudié la santé des astronautes pendant des décennies, les chercheurs disent qu'ils ont été capables d'appliquer la technologie de nouvelle génération dans la récolte des données biomédicales privées, comme par exemple le séquençage de l'ARN. Les équipages commerciaux représentent aussi une plus large gamme de personnes que les astronautes dans les études passées. Les chercheurs ne comprennent pas complètement tous les risques. C'est aussi pourquoi c'est si important que les touristes spatiaux participent dans la recherche. La galaxie briseuse de record, nommée JADES GS 014-0, nous apparaît comme elle était 290 millions d'années après le Big Bang, quand l'univers était à seulement 2% de son âge actuel de 13,8 milliards d'années. Cela la place dans une époque mystérieuse appelée l'aube cosmique, quand les premières étoiles de l'univers ont commencé à briller et les galaxies à se former. La précédente galaxie détenant le record, nommée JADES GS 13-0, avait été reportée en 2022 et a été découverte en utilisant le télescope spatial James Webb. Elle a été observée à un âge de 325 millions d'années suivant le Big Bang. Le télescope a dévoilé des galaxies candidates qui semblent chambouler les attentes des experts depuis qu'il a commencé à opérer au début de 2022. Mais certaines d'entre elles se sont avérées être des imposteurs. Des galaxies plus modernes, plus proches de nous dans l'univers que l'aperçu initial que le télescope suggérait. De façon non surprenante, les galaxies les plus lointaines sont les plus difficiles à observer et à vérifier avec précision. Leurs qualités peuvent être les plus fascinantes, mais qui engendrent le plus de scepticisme. JADES GS Z14-0 n'était pas une exception à cette règle. Au départ, les chercheurs ont pensé que c'était la moitié d'une autre galaxie. Avec un examen de plus près, ils ont trouvé que c'était une illusion. L'autre galaxie était un objet en avant-plan. Un système entièrement différent des milliards d'années plus près de nous qui chevauchait simplement la galaxie JADES GS 714-0 dans notre ligne de vue. Avec cette relation démêlée, les qualités bizarres de la candidate sont devenues plus claires. Si c'était une galaxie de l'aube cosmique, JADES GS 14-0 était anormalement large et avait une forme inhabituelle. Les scientifiques utilisent le spectre d'une galaxie pour calculer son décalage cosmique vers le rouge, une valeur numérique qui représente l'étirement de la lumière des longueurs d'onde bleues et courtes à de plus longues et tirant vers le rouge. Cet étirement est causé par l'expansion de l'espace entre la source de lumière et un observateur. Plus un objet est loin, et plus rapidement il fuit à cause de l'expansion cosmique, ce qui accroît son décalage vers le rouge. Tous les objets célestes visibles à l'œil nu sont trop proches de nous pour démontrer cet effet, et ont donc un décalage vers le rouge de 0. Un décalage de rouge de 1 correspond à une distance de plus de 10 milliards d'années-lumière. Les études du James Webb montrent que JADES GS Z14-0 a un décalage vers le rouge de 14,32, le plus haut jamais enregistré. Il n'y a guère de doute que de vastes étendues d'eau liquide existaient à la surface de Mars au cours du premier milliard d'années de son histoire. S'il reste encore clairement de l'eau sous forme de glace aux calottes polaires martiennes et même à son équateur, une grande partie de l'eau initiale a disparu de sa surface, ce qui constitue une énigme que les planétologues ont entrepris de percer il y a des années et dont ils ont des éléments de réponse. De nouveaux progrès vers la solution ont été obtenus en mobilisant sur plusieurs années des observations de Mars faites avec le télescope Hubble. La mission MAVEN, Mars Atmospheric and Volatile Evolution, de la NASA a contribué à comprendre comment Mars a perdu son atmosphère selon ce scénario, et elle a aussi aidé à comprendre ce qui s'est passé avec l'eau martienne qui devait former des mers pendant le Noachien. En combinant les données de MAVEN avec des observations du télescope Hubble, des planétologues viennent de renouveler notre compréhension de l'énigme de la disparition de la majorité de l'eau sur Mars. Généralement, on parle ainsi du Noachien, du nom de Noachistera, qui correspond aux terrains les plus anciens depuis la formation de la planète, remontant à plus de 3,7 milliards d'années. Les terrains de cette époque sont fortement cratérisés et situés majoritairement dans l'hémisphère sud. Les planétologues pensent que pendant le Noachien, Mars avait sans doute une atmosphère épaisse où la pression et l'effet de serre permettaient l'existence de grandes quantités d'eau liquide. En septembre 2022, la mission DART entrait en collision programmée avec Dimorphos, une petite lune en orbite autour de l'astéroïde Didymos. Son objectif, démontrer que l'humanité est capable de dévier la trajectoire d'un objet céleste menaçant notre Terre. Et la mission a été joliment accomplie, mais elle a laissé des traces, des débris qui pourraient croiser la route de notre planète dans le futur.
Des simulations montrent que les roches éjectées lors de l'impact de DART sur l'astéroïde, pas moins de 3 millions d'objets de 30 micromètres à 10 cm de diamètre, devraient atteindre la Terre d'ici une trentaine d'années. Y a-t-il un risque? Seulement celui d'être émerveillé par une pluie d'étoiles filantes d'un genre tout à fait inédit. Non pas dû à des poussières laissées par une comète de passage, mais une pluie d'étoiles filantes bel et bien créée par l'action humaine. Les chercheurs annoncent ainsi que les dimorphides devraient être visibles surtout depuis l'hémisphère sud d'ici 2055 et principalement durant le mois de mai. Est-il vrai que les pyramides égyptiennes sont d'origine extraterrestre? Les pyramides égyptiennes ont longtemps été entourées de mystères et il reste beaucoup à découvrir à leur sujet. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont l'œuvre de petits bonhommes verts venus d'ailleurs? Autant vous répondre tout de suite, la réponse est non. Cela ne nous empêche pas d'essayer de comprendre pourquoi elles sont entourées par ces croyances. La théorie des aliens et des pyramides trouve ses racines dans plusieurs observations et hypothèses, notamment en raison de la complexité architecturale de ces monuments qui paraît incroyable pour une civilisation de l'Antiquité. Les blocs de pierre massifs, certains pesant plusieurs tonnes, ont été taillés et assemblés avec une précision étonnante, souvent alignés avec des phénomènes astronomiques. En plus de ça, les théories à propos des extraterrestres suggèrent que les anciens Égyptiens possédaient des connaissances avancées en mathématiques, en ingénierie et en astronomie, qu'ils n'auraient pas pu acquérir seuls. La Grande Pyramide, par exemple, est alignée avec une précision étonnante sur les points cardinaux et certaines étoiles. Scientifiques et archéologues expliquent que les Égyptiens avaient les compétences et les connaissances nécessaires pour construire ces pyramides. Présumer le contraire ne serait pas très flatteur pour eux. Les découvertes archéologiques ont fourni des preuves claires de la progression technologique et des techniques de construction égyptiennes. Des répliques modernes et des expériences ont montré qu'il est possible de déplacer et de tailler de grands blocs de pierre avec des outils et des techniques disponibles à l'époque, même si oui, ça reste hyper impressionnant. Des études ont démontré comment les Égyptiens pouvaient utiliser des rampes, des leviers et une main-d'œuvre bien organisée pour réaliser ces constructions. Et en plus de ça, les textes anciens, les inscriptions et les artefacts découverts dans et autour des pyramides fournissent des détails sur les méthodes de construction et l'organisation de la main-d'œuvre. Ces documents montrent que la construction des pyramides était un effort communautaire bien planifié et dirigé par les pharaons et leurs architectes. Donc oui, ces théories d'aide extraterrestre ont été complètement rejetées. Nous n'avons absolument pas de preuve qu'un tel peuple soit venu en aide aux Égyptiens de l'époque. Le champ magnétique du Soleil va s'inverser. Le Soleil est sur le bord d'un événement significatif, une inversion de son champ magnétique. Ce phénomène arrive tous les 11 ans environ, et cela marque une étape importante dans le cycle solaire. Le changement de polarité indique le maximum solaire, qui est le sommet de l'activité solaire et le commencement du changement vers le minimum solaire. Pour comprendre l'inversion du champ magnétique, premièrement, c'est important d'être familier avec le cycle solaire. Ce cycle d'environ 11 ans de l'activité solaire est conduit par le champ magnétique et est indiqué par la fréquence et l'intensité des taches solaires visibles à la surface. Le sommet de l'activité solaire durant un cycle solaire est connu comme le maximum solaire et les estimés actuels prédisent qu'il sera atteint en 2025 et le début de 2026. L'inversement est conduit par les taches solaires, des régions complexes magnétisées de la surface du Soleil qui peuvent produire des événements solaires significatifs tels que des éruptions solaires et les éjections de la couronne, qui sont de larges explosions de plasma. Mais la cause exacte sous-jacente d'un tel inversement de polarité reste mystérieuse. Nous n'avons pas encore une description mathématique cohérente de ce qui se passe. Et avant qu'on puisse le modéliser, on ne le comprendra pas vraiment. Ce que l'on sait est que l'inversion du champ magnétique solaire n'est pas instantanée. C'est une transition graduelle d'un dipôle de champ magnétique complexe vers un dipôle inversé sur tout le cycle solaire de 11 ans. Cela prend généralement 1 à 2 années pour une inversion complète, mais cela peut varier significativement. L'inversion du champ magnétique est tellement graduelle que vous ne le remarquerez pas quand cela se produira. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Je vous invite à aller visiter mes pages Facebook et Instagram, les Capsules de l'Univers, pour encore plus de belles chroniques. Bonne fin de semaine!